Si vous passez un petit peu de temps en bourse, vous savez très bien qu'il y a toujours cette petite guéguerre entre ceux qui veulent justement essayer d'anticiper les fluctuations de la bourse en essayant d'acheter bas, en vendant haut, et puis les autres personnes qui vous disent ça sert à rien, il est impossible de toute façon d'avoir ce qu'on appelle en anglicisme un market timing, il est impossible de prévoir la bourse et même si on y arrive une fois, on n'y arrivera pas régulièrement et donc il vaut mieux investir à long terme, sur du long terme et éventuellement pousser même sur de l'investissement graduel via de l'ETF et c'est comme ça qu'on va avoir les meilleures performances. Et donc le slogan qui ressort de cela, c'est très souvent justement de se dire qu'il vaut mieux passer du temps dans le marché plutôt que d'essayer de le timer, donc d'essayer de prévoir ce qu'il va faire. Et en anglais, ça veut dire « time in the market beats timing the market ». Donc c'est vraiment ce que ça veut dire et ça, je suis sûr que vous le voyez partout, surtout donc sur des profils qui ont un horizon long terme. Et évidemment, si vous prenez les 15 dernières années depuis la crise des subprimes, il est évident de se dire, lorsque vous regardez un petit peu tous les titres qui ont super bien performé, de se dire, en fait, il suffisait d'acheter et de conserver, et c'était le plus simple à faire, et surtout donc de ne rien faire. Et ce n'est pas une mauvaise approche en soi, mais je dirais que l'argumentaire qui est utilisé pour vous convaincre, cet argumentaire-là est mauvais. Et cet argumentaire, c'est justement ce que je vous montre à l'écran. Vous avez ici une analyse de JP Morgan, qui prend en gros les 20 dernières années de marché et qui vous dit qu'il était possible donc sur les 20 dernières années. Alors ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'ils partent de 1999, donc vous prenez directement un crack. Donc dans l'idée de se dire que même si vous investissez au pire des moments, juste avant le crack, etc., vous vous y retrouvez avec 5% de performance annualisée en restant dans le marché. C'est-à-dire vous avez acheté, vous ne faites rien. Et si vous faites du DCA que vous accumulez au fur et à mesure, votre performance est également supérieure. Et ensuite, ce qu'il vous dit, c'est qu'est-ce qui se passe sur votre performance si vous loupez les 10 meilleures séances de bourse? Et qu'est-ce qui se passe si vous loupez les 25 meilleures séances de bourse? Et qu'est-ce qui se passe si vous loupez les 50 meilleures séances de bourse? Donc en gros, les plus grosses progressions, souvent, ça peut être du 6, 7, 8%, j'ai déjà vécu ça, ça peut être du 4, etc. Donc on va prendre sur les 20 années, en gros, les 50 séances qui ont le plus performé, pouf, vous les enlevez parce qu'on part du principe que vous n'étiez pas dans le marché à ce moment-là, parce que vous essayez de faire du market timing, de savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, et puis manque de bol, évidemment, vous loupez les moments où le marché part et vous n'êtes pas dedans parce que vous n'avez pas réussi à correctement timer le marché justement. Alors que la personne qui n'a rien fait et qui est restée dans le marché, elle en profite et donc arrive à 5% annualisé. Et si jamais vous loupez les 50 meilleures séances de bourse sur 20 ans, ça peut paraître énorme à la fois d'un point de vue que 50 séances sont responsables de la majorité de la performance boursière et également énorme de se dire que sur 20 ans, il suffit que je loupe 50 séances, en gros que je ne sois pas dans mon élément pendant 50 séances et je loupe également la majorité de cette performance. Et donc ce que l'on retrouve à ce niveau-là, c'est de se dire on est même en performance négative de moins 5%. Et comme si cela ne suffisait pas, on va enfoncer le clou. Et donc là, on parle en pourcentage, c'est abstrait, les pourcentages, ça ne vend pas du rêve. Donc on va vous parler en dollars. Et on va vous dire si vous aviez investi 10 000 $, vous savez, vous allez voir souvent sur des sites, etc., si vous aviez mis 1 000 $ sur cette action en 1980, vous auriez je ne sais pas combien de millions aujourd'hui. Bon, c'est toujours facile de voir les choses en arrière. Mais ce qui nous intéresse, c'est le futur. Et donc la problématique, c'est de rentrer dans des biais psychologiques qui sont des biais du survivant, que l'on ne voit pas qu'en bourse d'ailleurs, et des biais, si vous voulez, de confirmation, où on pense que ce qui s'est passé les 20 dernières années, le cycle que nous avons connu ces 20 dernières années, va se reproduire dans les 20 prochaines. Et ce qui est important, donc, c'est qu'on vous dit, vous investissez 10 000 $, et donc si vous restez pleinement investi, là, cette stat, elle est de 1980 à presque de nos jours, vous réussissez à transformer ces 10 000 $ en presque 700 000 $. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Et vous êtes resté pleinement investi, vous n'avez touché à rien. Par contre, vous loupez les 5 meilleures journées de hausse. 5, hein, 5 sur 40 ans ici. Vous n'êtes plus qu'à 400 000 $. Il y a 200 000 $ qui ont été effacés. Donc là où vous vous dites, ne serait-ce que louper 5 jours, déjà, ça m'efface un tiers. C'est énorme. Si vous loupez les 10,
c'est la moitié de cette perf qui est gommée. Ce n'est plus que 300 000 $ que vous faites. Sur l'investissement de 10 000, c'est toujours énorme si vous voulez, mais vous auriez pu faire 700 000, vous ne faites plus que 300 000, moins de la moitié, avec seulement 10 jours où vous n'étiez pas sur le marché et paf, manque de bol, ça a été les 10 jours les plus performants. Et si vous loupez 30 jours seulement sur 40 ans, vous n'avez plus que 100 000 $, donc vous n'avez plus que fait entre guillemets un x10. Et si vous loupez 50 jours, vous ne faites plus que 48 000 $, donc quasiment un x5. Mais vous avez en fait, ce chart-là, il est là pour vous faire le manque à gagner. Et c'est ça qui est très intéressant d'un point de vue psychologique, c'est parce qu'en règle générale, les personnes qui vous disent il ne faut pas timer le marché, et donc il faut accepter de prendre les cracks boursiers, ils ne se rendent pas, et ils cassent, si vous voulez, les gens qui vont essayer de vous faire peur avec le crack boursier, justement en ayant des arguments un petit peu simples à comprendre, etc., pour qu'on puisse les croire très facilement et qu'on se dise « Ah oui, cette personne-là essaye de me prévenir qu'il va y avoir un crack boursier, donc voilà, il vaut mieux que je protège mon portefeuille ». Et les personnes en général qui vous disent il faut rester investi, ben justement, on n'arrête pas de blâmer ceux qui appellent au krach boursier tous les 2 jours et disent que l'investisseur doit rester investi. Mais ils ne se rendent pas compte, c'est très souvent le cas en politique aussi, on ne se rend pas compte, si vous voulez, qu'on rentre nous-mêmes dans de l'extrémisme en essayant de fustiger l'extrémisme. Et de cette manière-là, si vous voulez, ben, les personnes utilisent exactement le même schéma. C'est-à-dire que d'un côté, quand on va vous proposer le krach boursier, c'est on va faire appel à votre peur justement d'être ruiné, de perdre vos économies d'une vie, donc ça fait peur, donc ça capte votre attention. Mais d'un autre côté, avec ce type de chart, on va essayer de capter votre attention également de la même manière, mais en vous faisant peur de louper le train, c'est-à-dire louper l'opportunité du siècle. Et vous voyez bien que si vous voulez, ce qu'on essaye de vous faire dire, c'est que sur 40 ans, vous loupez 10 jours, et déjà, c'est le monde à l'envers au niveau de votre performance. Et donc, pour moi, qu'on ait peur, qu'on essaye de vous faire peur justement avec le krach boursier, ou qu'on essaye de vous faire peur en vous faisant croire que vous avez loupé l'opportunité d'une vie, pour moi, c'est exactement le même stratagème qui est utilisé, et c'est exactement la même chose. Et ce que l'on voit, c'est que quand on creuse un petit peu dans l'argumentaire qui est utilisé, ici, l'idée de dire, eh ben, il suffit de louper quelques journées de bonne performance boursière pour finalement passer à côté de la performance d'une vie, eh ben, c'est erroné. Et il faut rentrer dans le détail pour cela. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est-à-dire que le message de dire il faut apprendre ce que l'on fait, il faut faire de l'investissement long terme, il faut se projeter, éviter de faire du trading de court terme, c'est tout à fait entendable, etc. Et je n'ai rien contre ce message-là. On rentrera dans le détail, je pense qu'en fait on peut l'optimiser sans pour autant rentrer dans les choses chronophages. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser l'argument de dire on va louper, il suffit de louper quelques hausses, si vous voulez, pour louper l'essentiel de la performance de toute une vie d'investisseur. Ça, c'est erroné, ça, c'est un mensonger. Et c'est finalement, utiliser cet argumentaire-là, vous allez le voir, la conclusion en fait qu'on peut en tirer, c'est même le contraire. Alors, justement, la question qu'on doit se poser, si on est objectif, si on essaye d'être honnête, c'est que si on est en train de partir de la base, de se dire, ok, si je loupe X jours pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, je sabre une partie de ma performance. Mais qu'arrive-t-il si je loupe les pires journées en bourse, les lundis noirs, tout ce qu'on vous a raconté, les moins 20%, les moins 10%, en une journée, etc. En 2016, j'en ai vécu, 2020 également avec le Covid, vous avez plusieurs journées comme ça de baisse. Qu'est-ce qu'il arrive à ce moment-là? Vous vous dites nécessairement que si vous loupez ces journées-là, eh ben, c'est des journées où vous avez évité de perdre de l'argent. Et donc c'est l'argument aussi de tous ceux qui vous promettent le krach boursier, c'est de vous dire on va protéger votre argent pour vous faire éviter le krach. Et donc là, l'idée également, c'est de se dire ok, regardons un petit peu les statistiques et si on loupe les pires journées de l'histoire, quelles sont nos performances? Et donc les statistiques, c'est de se dire qu'en gros, si on prend sur les 50 dernières années, vous avez une performance moyenne annualisée du marché, alors c'est surtout des stats américaines, donc c'est sur le marché américain, c'est 11% par an. Donc vous faites du 11% par an, vous enlevez du coup les 25 ou les 50 meilleures journées, etc. Vous tombez à 3% de performance par an. Donc on retombe sur nos pattes par rapport à ce qu'on s'est montré. En effet, il y a un manque à gagner, à louper les meilleures séances de bourse. Mais si on regarde et qu'on se dit, tiens, on loupe les pires séances, ben vous allez vous rendre compte justement que votre performance est bien meilleure que si vous aviez loupé les meilleures séances.
Et donc la statistique et l'objectivité qu'il faut avoir, c'est de se dire, eh ben, si je loupe les 25 ou 50 meilleures séances des 50 dernières années, mais que je loupe aussi les 25, 50 pires séances de bourse des 50 dernières années, quelle est ma performance? Ben, ma performance est bien meilleure que si j'étais resté investi pleinement sur le marché. Et ça, évidemment, tout le monde oublie d'aller regarder ça. Tout le monde, parce que ça casse l'argumentaire, si vous voulez. Le but du jeu, c'est pas de dire il ne faut pas investir à long terme. Le but du jeu, c'est de dire, si vous voulez, que c'est pas noir ou blanc entre le market timing et pas le market timing. Il y a de tout pour faire un monde. Et on va y revenir sur la conclusion. Et ce qui est important pour moi de bien comprendre, si vous voulez, c'est que votre performance, si vous loupez les 25, 50 meilleures séances et pires séances boursières sur les 50 dernières années, votre performance annualisée est de 19% et plus de 11%. Et donc ce qu'il faut bien regarder, c'est l'asymétrie des choses. C'est-à-dire que vous avez plus à gagner à louper les pires séances boursières que finalement à être présent et à participer aux meilleurs. Parce que ce que vous constatez, c'est que si vous n'êtes pas présent sur les meilleurs, vous faites 3% annualisé. Si vous êtes présent, vous faites 11%. Mais si vous êtes présent ni sur les meilleurs ni sur les pires, vous faites 19%. Donc il y a une asymétrie, si vous voulez, au niveau de votre performance. Et faire, si vous voulez, entre 11% par an et 19% par an, vous allez utiliser les intérêts composés, comme on aime bien vous montrer pour vous dire qu'il faut faire de l'investissement long terme, etc. Vous poussez ça sur 50 années et vous allez voir la différence de gain que ça va faire entre participer pleinement à tout le marché ou éviter les meilleures et les pires séances du marché. Et il y a une logique à ça. Il y a une raison à ça. Et cette raison, évidemment, elle n'est pas utilisée par tous ceux qui vous montrent les beaux tableaux en vous disant que vous avez loupé les meilleures journées. Mais si vous êtes en bourse depuis un certain temps, vous savez très bien que les meilleures journées, c'est-à-dire les journées où vous allez avoir des séances à plus 6, plus 7, plus 8% sur un indice, c'est très souvent des journées où vous êtes dans des cycles d'incertitude, que le marché est soulagé sur un événement. Et si le marché est soulagé sur un événement, c'est qu'il a eu peur précédemment, et en règle générale, quelques jours, quelques semaines au préalable. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que très souvent, lorsque vous avez les meilleures journées de performance du marché, vous avez également les pires qui ne sont pas très loin. Elles sont soit avant, soit après, mais elles ne sont pas très loin. Ce qui veut dire que si on raisonne et qu'on se dit, ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter d'avoir les pires journées, mais de rester dans les meilleures. En fait, elles sont tellement collées les unes aux autres que voilà, il n'y a pas de market timing, si vous voulez. Vous allez nécessairement prendre et les meilleures et les plus mauvaises. Parce que ce qui se passe, si vous voulez, c'est que pour faire 6 ou 7% sur un marché, c'est quoi? C'est des rebonds au prorata. C'est-à-dire que vous prenez en fait des baisses qui sont très importantes sur plusieurs journées, plusieurs semaines, et le marché va réagir à un moment donné pour une raison X ou Y sur des banques centrales, sur une décision, sur quelque chose qui vient soulager un petit peu tout le monde, et va vous faire une séance à 9%. Et en effet, si vous êtes hors marché, vous loupez cette séance à 9%. Mais ça vaut mieux de louper cette séance à 9%, parce que vous avez loupé également toute la baisse précédente, parce que ce 9% de hausse n'est dû qu'au soulagement par rapport à une tendance baissière. Donc ce qu'il arrive très souvent, c'est que la majorité des meilleures séances boursières sont en plein milieu de krach boursiers, sont en plein milieu de grosses tendances baissières qui durent des mois, et sont en plein milieu, si vous voulez, d'années baissières. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, et je dirais que les séances les plus haussières, finalement sur une décennie, sont dans la période de temps et dans l'année qui est la plus baissière parce que c'est justement la volatilité qui fait ça. Donc, en fait, si vous voulez, vous voyez bien que par rapport à notre premier graphique que l'on a pris, où on pousse à se dire que vous voyez le manque à gagner que vous avez si vous n'êtes pas investi sur le marché et donc vous loupez les meilleures séances. En fait, ce que ça veut dire, c'est que vous devez prendre les cracks dans la figure pour prendre ces meilleures séances. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et ce que l'on voit, c'est que ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux louper les pires séances et louper les meilleures aussi. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que la conclusion et l'argumentaire est erroné, c'est-à-dire qu'on utilise des statistiques sur les meilleures séances alors que ce n'est pas ça qui est important. Pour l'investisseur de long terme, ce n'est pas important d'être dans les meilleures séances. C'est important finalement d'être dans les séances les plus médiocres, mais qui vont durer dans le temps. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est un marché haussier qui monte au fur et à mesure. Je ne veux pas faire des séances à 9%. Des séances à plus 1, plus 2%, mais qui sont régulières, où les corrections que l'on va prendre à moins 1, moins 2% également, mais où on est dans une tendance qui monte au fur et à mesure par escalier, c'est ça que l'on va rechercher. C'est jouer donc des tendances
qui vont être dans la durée, mais ne pas être en mode buy and hold. Je ne cherche pas du tout à faire de market timing. Je pense qu'en fait, il y a une différence entre comprendre la définition de market timing et market timing. Il y a anticiper et anticiper, si vous voulez. Il y a le day trader, celui qui va essayer de jouer tous les petits mouvements. C'est une question de profil, c'est une question de temps, c'est une question de ce qu'on va rechercher. Mais pour la majorité des gens, ça ne va pas être rentable, ça ne va pas être intéressant, parce qu'ils ne vont pas être suffisamment câblés. C'est du professionnalisme. Or, tous les débutants ne démarrent pas ça, alors que c'est ce qui va être le défi le plus important et ce qui va nécessiter le plus de compétences, c'est faire du court terme. Et le long terme, à contrario, c'est le plus simple à mettre en place et on est en train justement de vous vendre la simplicité et on est en train de vous vendre également, d'une manière erronée, comme je l'ai dit, avec mon argumentaire, c'est que ça va être facile et que ça va être un long fleuve tranquille et que vous n'avez rien à faire, mis à part ajouter tous les mois. C'est faux. C'est faux et vous pouvez demander à quelques Japonais, ils ont mis quelques années. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui marche tout le temps. Il y a une méthode qui va marcher pendant un certain temps parce que le cycle est favorable à cela. Grâce aux banques centrales, nous avons des cycles qui sont allongés, ce qui permet aujourd'hui justement de rentrer dans tout un tas de biais psychologiques et de biais statistiques où on va conclure que ça va se reproduire pendant des années encore. Mais ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'on est dans des mouvements exceptionnels et non pas dans des mouvements normaux. Donc c'est difficile, si vous voulez, d'extrapoler par rapport à de l'exceptionnel et d'en faire quelque chose de normal. C'est là où il y aura beaucoup de déceptions. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que concrètement, si vous voulez, en fait, pour moi, il y a une définition à long terme. Moi, je pars du principe que la meilleure performance en fonction du temps investi, c'est justement 9 mois, 18 mois sur des tendances. Et après, il y a soit cette action-là va pas forcément baisser, mais va faire du zigzag, va trop rien faire, donc elle va être contre-performante par rapport à d'autres actions ou d'autres secteurs d'activité, parce que le cycle évolue. Ou alors, tout simplement, il faut être dans cette capacité de comprendre que le marché n'est pas binaire, parce que ce qu'on essaye de vous pousser là avec ce type de statistiques, c'est de vous dire il faut soit être entièrement dans le marché, soit être complètement dehors. Mais la réalité, c'est jamais ça. Vous n'êtes jamais complètement dans le marché ou jamais complètement dehors. Vous n'êtes jamais complètement tout en cash ou tout en bourse. C'est faux. La réalité, c'est toujours un milieu, c'est toujours un juste milieu. Il y a des périodes, si vous voulez, où le marché est propice à être plus agressif, à faire preuve de plus d'agilité, de côté d'être actif sur le marché. Parce qu'il y a des périodes justement de zigzag, qui peuvent durer une décennie, je l'ai déjà démontré dans plusieurs autres vidéos. Rien ne nous empêche de penser que la prochaine décennie potentiellement sera aussi une décennie perdue. Et il y a d'autres périodes, comme je vous l'ai dit, où ce qu'il ne faut pas rechercher, c'est les meilleures performances, les meilleures séances de performance de la bourse. Non, ce qu'il faut rechercher, c'est les performances médiocres, en fait. Mais médiocres, mais régulières. Et ça, ce sont des tendances, si vous voulez, où on peut être en mode long terme, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, 2 ans, 3 ans. C'est là où pour moi on a la meilleure performance, où les tendances, si vous voulez, vont donner la meilleure performance. Et ensuite, on a des moments de correction qui peuvent être justement là où on peut être agile, mais il ne s'agit pas de deviner les marchés. Il suffit de regarder ce qu'il se passe. Il suffit d'avoir un plan, si vous voulez, que vous soyez fondamental, que vous soyez analyse technique, que vous soyez court terme, que vous soyez long terme. Le dénominateur commun, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir un plan et d'avoir la discipline de s'y tenir. Que vous achetiez parce que vous avez confiance en l'équipe managériale, vous achetez parce que la marge brute est exceptionnelle, vous achetez parce qu'il y a un signal de croisement de moyenne mobile, tout ce que vous voulez. Très bien, mais vous devez vendre pour les mêmes raisons. Le management, vous n'avez plus confiance, vous vendez, peu importe le prix. La marge, finalement, c'est pas ce que vous espériez, vous vendez. Finalement, votre signal s'inverse sur votre graphique, vous vendez. Et rien ne vous empêche, si vous voulez, de continuer à suivre cette entreprise, parce que ça n'empêche pas, la fluctuation des cours n'empêche pas, ne change pas la qualité de la boîte intrinsèquement. Potentiellement, à long terme, le marché peut anticiper un certain nombre de choses. Mais c'est là aussi ce que vous devez toujours vous dire, c'est est-ce que je suis face à un changement de court terme qui peut donc révéler une opportunité parce que ça permet au prix de baisser, ou est-ce que le changement sur cette boîte est beaucoup plus quelque chose de long terme où potentiellement elle est en train de perdre un petit peu son avantage compétitif. Ça, ce n'est pas une question qui est facile à répondre, évidemment, mais ça fait partie justement des choses où on va essayer d'être un peu plus actif. Le but, si vous voulez, ce n'est pas de faire la guerre entre passif et actif,
c'est de comprendre en fait qu'il y a un juste milieu. Et il y a surtout un juste milieu pour chaque profil. Donc ce qui moi me gêne, si vous voulez, c'est les argumentaires comme ça que l'on va sortir, qui sont totalement biaisés, où on va privilégier une chose et une seule chose. Alors que en bourse et dans la vie en général, la vraie réponse, c'est ça dépend. Et ça dépend d'un tout un tas de paramètres, et ça dépend surtout de vous, de qui vous êtes, de vos objectifs. Donc il n'y a pas de guerre, si vous voulez, entre essayer de timer le marché ou faire du long terme en mode buy and hold. Il y a quelque chose qui est juste pour vous. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, la meilleure approche, en fait, c'est de jouer et d'investir dans des tendances qui vont durer quelques mois. Quelques mois à 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être un petit peu les maximums. Les cycles peuvent être longs, mais en moyenne, si vous voulez, c'est là-dessus que vous avez la meilleure performance par rapport au temps d'investissement. Et ensuite, très souvent, vous avez des phases correctives. Ça ne veut pas dire que l'action va arrêter de monter. Elle peut continuer de monter, mais elle va connaître une phase corrective. Et donc c'est là justement où on peut aller chercher de la surperformance. Vous voyez, ce n'est pas en étant des traders ou en jouant vraiment à très court terme toutes les fluctuations. On parle toujours des tendances de quelques mois. Donc conserver toujours des actions quelques mois, voire une année, 2 années. Et là, après, on va avoir des changements de polarité. Et ces changements de polarité, c'est l'idée de vous dire que vous allez être beaucoup plus performant à justement essayer d'apprendre, et ce n'est pas chronophage, et ça ne va pas vous prendre beaucoup plus de temps, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, parce que comme on l'a vu dans les statistiques, il vaut mieux finalement louper les baisses que d'être là quand il y a les meilleures hausses. Voilà, j'espère que cette vidéo était la plus claire possible, que ça vous évitera de tomber dans ces pièges évidemment des réseaux sociaux où on essaye de vous faire peur. C'est pareil que le krach boursier, on essaye de vous faire peur d'une autre manière. Ici, c'est le fait de louper le train et de louper du coup des gains monstrueux. Et voilà. Essayez de partager cette vidéo si elle vous a plu et qu'elle puisse aider un maximum d'autres personnes peut-être à ouvrir les chakras, y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas voilà, de liker la vidéo, également un pouce en l'air, de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes, à la prochaine.